Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Île-de-France. C'est une mobilisation inédite qui révèle la profonde détresse des forces de l'ordre. Le syndicat Alliance Police appelle policiers et citoyens à manifester ce samedi dans 23 villes, dont Paris, avec un cortège qui partira de la place de la Bastille à partir de 11h. Pourquoi ce mouvement? Quelles sont leurs revendications? On en débat en tout début d'émission. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec ce concert hors norme qui fera étape dans 29 zéniths à travers le pays. Un spectacle démesuré qui mobilise 15 000 voix. Oui, je dis bien 15 000 voix. Ces chanteurs et chanteuses de toute la France reprennent les morceaux de rock les plus emblématiques. David Hardy, le producteur, s'installera dans ce studio d'ici un court instant. Et enfin, par ici les sorties, c'est votre chronique qui vous donne les meilleures idées d'évasion culturelle pour le week-end. Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro, nous donnera sa sélection de la semaine. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Christophe Cornevin, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro, spécialiste des questions de sécurité. Soyez le bienvenu autour de la table. Bruno Pomar, vous êtes ex-instructeur du RAID et président du Cercle de pensée Initiative Sécurité Intérieure. Soyez également le bienvenu dans cette émission. Et enfin, Laurent Benarous, vous êtes avocat au barreau de Paris, conseil du syndicat Alliance Police Nationale. Soyez également le bienvenu dans ce programme. Je le disais tout à l'heure en introduction, à Paris, le cortège devrait s'élancer ce samedi à 11h, place de la Bastille, avant de rejoindre la place de la Nation. Christophe Cornevin, la toute première question que je voulais vous poser, comment résumeriez-vous ce malaise policier qui débouche aujourd'hui sur cette marche citoyenne donc, qui est prévue ce 31 janvier? C'est un malaise qui, si on devait le résumer en un mot, c'est un malaise qui est très profond. Ça va au-delà des simples idées de bidon et de gamelle, comme on dit dans la corporation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a on arrive aux confins de différentes crises qui sont à leur aboutissement là. C'est-à-dire qu'il y a une crise de l'investigation en France. Oui. C'est-à-dire que les Maigret ne fait plus rêver. Oui. Les policiers sont ensevelis sous 3 millions de procédures, alors que derrière, il n'y a plus de candidats pour les traiter. Les logiciels de rédaction ne marchent plus. En fait, on travaille avec des outils qui sont antédiluviens, qui ont 15 ans. L'administration a dépensé plus de 250 millions d'euros pour essayer de traiter de cette procédure avec des nouveaux moyens. Ça ne marche pas. Les voitures, alors... Il y a bien évidemment une volonté de renouveler le parc automobile, mais il y a encore, on a vu l'année dernière, près d'1 millier de voitures qui ne sont pas remplacées. Ce qui veut dire, par exemple, police secours, les voitures de police secours, il faut savoir qu'elles tournent H24, jour et nuit, avec des gens qui ne sont pas forcément toujours en bon état. On peut récupérer des types en ébriété qui vomissent dans les véhicules, etc. Bref, je vous ai parlé de détails des voitures qui ont 200 000 km. Et donc, évidemment, tout ça, c'est pas génial. Et puis, les syndicats de police ont aussi montré dans quelles conditions de travail ils évoluaient au quotidien, quoi. Et on arrive avec des commissariats qui sont... totalement délabrés. Complètement délabrés. Il y a des cafards. Alors, c'est pas tous. Alors, les syndicats disent 70% des commissariats posent problème. Difficile de savoir. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les images montrent... clairement des cafards qui courent entre les ordinateurs, des souris. Il y a même un hashtag d'ailleurs qui a été proposé sur les réseaux sociaux, balance ton commissariat. Balance ton commissariat, hashtag balance ton commissariat. Et évidemment, tous les policiers anonymement envoient des images. Et on voit à Berck, les gardes à vue, elles se font dans des Adgeco. Dans les régions parisiennes, ça ruisselle dans les commissariats. Donc à la préfecture de police, la prestigieuse préfecture de police, il y a des cafards sur la machine à café. Enfin bref. On va reprendre point par point tout ce que vous avez dit, parce que vous venez de poser parfaitement le décor de la colère policière. Pour le coup, c'est très précis. Laurent Benarous, je voulais aussi vous poser cette question, parce que quand Alliance parle d'une crise majeure et d'une police qui est épuisée, ça veut dire quoi concrètement dans la vie quotidienne des policiers? Moi, je crois que ce qu'il faut comprendre dans la manifestation qui a lieu demain, c'est que Alliance et les autres syndicats, puisqu'ils sont unis dans cette manifestation, ils essayent d'envoyer un signal à la population de l'état catastrophique dans lequel se trouve notre police. Et quand vous dites que la police est dans une situation absolument catastrophique, c'est-à-dire qu'en réalité les fonctionnaires sont submergés, ils sont épuisés et ils ont un sentiment d'impuissance totale. Je ne parle même pas des conditions de travail qui sont effectivement catastrophiques. Moi, je reviens ce matin de Suresnes. Vous verriez le commissariat de Suresnes, on n'est pas dans le fin fond du 93, on est dans le 92 plutôt chic.
c'est une poubelle, le commissariat. C'est une honte. Ouais. On a été reçu dans un truc qui est un chantier. Bon. Pourquoi? Parce que les murs sont totalement en ruine. Tout est dégradé, tout est dégradé, plus rien ne tient debout. Et le signal qu'envoient les syndicats de police, et notamment Alliance, qui est le syndicat majoritaire, c'est de dire, attention là, il n'y a pas une fissure au plafond, le plafond s'est écroulé. Ouais. Et donc, une police qui est en danger, c'est une société qui est en danger. Donc la manifestation de demain, elle est particulièrement importante et grave de sens. Et j'ai le sentiment, je regarde la presse, je lis la presse, j'ai pas le sentiment que les gens se rendent compte de la gravité de la situation. Oui. Oui, parce que la police n'est pas forcément, effectivement, en première ligne lorsqu'il y a des manifestations. Enfin, c'est pas la police qui appelle à manifester généralement. C'est assez inédit. Il faut que les gens comprennent que s'il n'y a plus de police, si la police vous dit « nous ne pouvons plus traiter cette délinquance, nous n'en avons plus les moyens, nous sommes totalement submergés », c'est la société qui s'écroule dans un contexte politique où vous avez évidemment des Français qui sont solidaires de leur police, mais dans un contexte politique où vous avez des formations politiques qui surfent sur cette volonté de voir nos institutions s'effondrer pour créer une insurrection. Bruno Pomar, c'est vrai que vous avez connu dans votre carrière le terrain le plus dur, les unités d'élite, la pression. Est-ce que ce malaise, vous le sentez aujourd'hui plus profond, plus généralisé qu'à l'époque où vous exerciez ce métier d'ex-instructeur du RAID notamment? Alors oui, moi j'ai eu la facilité d'être dans une unité d'intervention. J'ai fait peu de sécurité publique, j'étais CRS, etc., mais beaucoup moins que lorsque j'ai passé mes 15 ans au RAID, où on a des moyens évidemment considérables et importants, comme toutes les unités spécialisées. Moi, je serais plus partagé, je dirais, dans le constat de mes deux amis, pour dire que, d'abord, la police est très aimée par la population. C'est 80% de la population qui adore sa police. Donc, ça, il faut le dire. Maintenant, les moyens. Effectivement, on a 30 ans de retard. 30 ans de retard de ministres de l'Intérieur qui ont beaucoup brassé, qui ont fait beaucoup de politique, mais qui n'ont pas été à la hauteur. Moi, je trouve que le travail qui a été mis en place et qui va prendre du temps, c'est pour ça qu'on a beaucoup de retard sur tout un tas de choses, en matière matérielle, en matière humaine, en matière d'intéressement du métier. Trouver des OPJ maintenant, ça devient de plus en plus compliqué de faire la formation. Bon, tout ce travail quand même est en train de prendre forme, avec du retard, vous avez raison. Hein. La LOPMI, il ne faut pas l'oublier, de Gérald Darmanin, en 2023, qui a permis de pousser, de mettre en place des moyens financiers. 15 milliards sur 5 ans, 3 milliards par an. Même si tout n'a pas été bloqué, il y a quand même des choses qui ont été faites. Alors, ce n'est pas parfait. On a un ministre de l'Intérieur actuel. J'ai discuté avant de venir avec vous, j'ai discuté avec lui, Laurent Nunez, qui est pour moi un grand ministre intérieur, un vrai ministre intérieur. Moi, je le vois en tant qu'homme de terrain. Et qui connaît très bien son métier, pour le coup. Ah ben totalement. Et il a patron de la DGSI, préfet de police à Marseille, etc. C'est pas un politicien pur, parce que vous savez que les postes de ministre de l'Intérieur, c'est des postes de politiciens purs, parce que c'est le poste le plus important. Bon, on n'a pas besoin de ça. On a besoin surtout de gens comme lui. Et le fait qu'il soit là, moi, je pense que les problématiques vont se résoudre. Il va falloir du temps. Est-ce que la manifestation de demain, organisée par Alliance, va avoir un impact? Écoutez, tout dépend de la mobilisation et de l'ampleur de la population. Alors, je sais que Unité ne participe pas. Il y a pas mal de centrales syndicales. Il y en a 14 ou 15 qui ne participeront pas à cette volonté de cette manifestation. Est-ce que là, cette manifestation va changer quelque chose? J'y crois pas. Si ça peut faire bouger, j'entends, mais moi, j'y crois pas personnellement. Parlons des conditions de travail et des moyens de la police. Christophe Cornevin, dans l'un des articles que vous avez signé récemment dans les colonnes du Figaro, vous décrivez des commissariats vétustes, parfois indignes. Vous venez d'en parler justement avec celui de Suresnes. Est-ce que c'est un fait qui est assez marginal ou bien suffisamment répandu pour parler véritablement d'un échec global? Non, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'études, on n'a pas fait d'études, enfin pas à ma connaissance, sur l'état des lieux des commissariats en France. Mais force est de constater qu'il y a des commissariats, vous en avez été le témoin, Bruno en a vu aussi, bien sûr. qui sont parfaitement indignes et qui sont vraiment en décalage avec le discours que veut bien porter les autorités et de police, les autorités politiques. Ces commissariats, on l'a vu, hein, c'est le symbole d'un délabrement, mais d'ailleurs, ce délabrement, il est d'autant plus inquiétant qu'il faut le remettre en regard de l'évolution des crimes et délits. C'est-à-dire qu'à mesure que l'on est face à une forme de déliquescence de l'appareil policier, on a en face une vitalité absolument exceptionnelle du banditisme, du narco-banditisme,
dont le trafic a augmenté encore de 8% Oui. en une seule année, qui verse un tsunami, on va pas, tout le monde le sait maintenant, Oui. sur la France, et qui est un pays aussi qui est travaillé de l'intérieur par une violence, une brutalisation de plus en plus manifeste, avec une augmentation des vols violences, une augmentation des violences sexuelles, etc. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un contraste assez saisissant, je dirais, entre un corps qui crie au secours, alors qu'il devrait protéger les Français, et une vague de violence qui submerge le pays. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est relativement inquiétant. Et Laurent Benarous, quand les policiers que vous rencontrez évoquent leurs conditions de travail, qu'est-ce qui revient le plus? Est-ce que c'est l'indignité dans des locaux dans lesquels ils travaillent? Est-ce que c'est l'insécurité? Est-ce que c'est le manque de respect aussi? Avec les gens avec qui je discute me disent que ce qui leur paraît le plus préoccupant, c'est pas le fait d'avoir un mauvais ministre ou un bon ministre, parce que tous les ministres qui ont été désignés sont plutôt des gens exceptionnels, et le dernier est aussi exceptionnel. Ce qu'ils me disent, eux, au-delà des ministres qui aiment la police véritablement, les ministres de l'Intérieur qu'on a eus, c'était des gens qui aimaient la police incontestablement et qui ont fait ce qu'ils pouvaient, c'est qu'ils me disent, le logiciel n'est pas le bon. Comprenez, quand on est dans un pays où on se retrouve impuissant face à la délinquance et où on ne peut plus protéger la population, le premier droit des citoyens, pourquoi on se met en société? C'est pour se protéger. Quand on ne peut plus protéger la société, c'est qu'on est dans une société en faillite. Et on a le sentiment que le logiciel n'est pas bon, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et il y a une forme d'impuissance. Donc, ce que me disent les policiers, c'est que les outils juridiques pour régler les problèmes, on ne les a pas. Donc, et ça fait 50 ans que ça dure, parce que quand les ministres de l'Intérieur que vous avez cités ont essayé de traiter les problèmes, ont fait des propositions de loi pour essayer d'avancer, et notamment pour durcir un petit peu le ton, parce qu'il y a une nécessité, ils n'ont pas pu le faire, parce que le Conseil constitutionnel les a retoqués. Donc en réalité, c'est tout le logiciel qu'il faut revoir, et quand un ministre de l'Intérieur dit « je vais faire ceci, je vais faire cela », on sait bien qu'on n'a pas les outils. Quand vous dites que le logiciel ne fonctionne pas, on va comprendre pourquoi on peut prendre cette expression au premier comme au second degré. On va voir ça dans un très court instant. Bruno Pomar, c'est vrai que vous l'avez rappelé, vous avez connu des unités très équipées. Comment vous expliquez ce grand écart justement entre certaines unités d'élite et la réalité quotidienne de nombreux commissariats qui est un petit peu laissé de côté? Tout simplement parce qu'il y a 153 000 fonctionnaires de police, 100 000 gendarmes. Bon, c'est des centaines, des milliers de commissariats. Alors c'est vrai qu'il y en a. Il y a de très belles réalisations d'ailleurs dans le 13 et 14 à Marseille, il y a un nouveau commissariat qui va être mis en place, superbe, et à côté de ça, on a des commissariats qui sont totalement délabrés. Pourquoi? Parce qu'on a ce retard considérable en matière logistique, je dirais, si je m'arrête que là-dessus, que les ministres successifs essaient de rattraper, comme on dit effectivement, mais c'est un travail considérable. Alors, effectivement, si on fait la comparaison entre des unités d'élite comme le RAID et puis les commissariats, évidemment, il y a un delta total. Pourquoi? Tout simplement parce que les policiers du RAID sont 500 en France, des antennes un peu partout. Évidemment, c'est l'élite, c'est l'image, et c'est une nécessité d'avoir ces unités. À côté de ça, les commissariats sont par centaines à rénover, à remettre en place, et ça demande des moyens colossaux. L'État, malgré ce que je vous disais tout à l'heure, les 3 milliards par an, on ne les a pas totalement, les 3 milliards. Bon, les ministres de l'Intérieur sont là pour se battre avec Bercy, parce que c'est Bercy quand même qui commande tout ça. À un moment donné, c'est des choix politiques que doivent prendre le gouvernement et le président de la République. Alors justement, l'État rappelle très régulièrement avoir investi massivement ces dernières années. Je parle sous votre contrôle, mais le budget de la police, ce programme 176, pour être technique, il est en hausse constante ces dernières années. Et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a rappelé ce matin sur France Inter les efforts que l'État a consentis ces dernières années. Regardez. Depuis 2017, on a créé 12 500 emplois dans les forces de sécurité intérieure. Enfin, les crédits immobiliers ont été multipliés par 2 depuis 2017. On a, depuis 2020, c'est Gérald Darmanin qui l'avait décidé à l'époque, on a acheté 19 000 véhicules nouveaux. Donc voilà, on met le paquet, qu'on fait un effort significatif qui va se poursuivre avec le budget 2026. Les questions régaliennes ont été préservées par le Premier ministre, le Président de la République. On a encore un budget de la police nationale qui va augmenter de 100 millions d'euros. On crée encore 1000 emplois, donc 1000 emplois dans la police, dans 700 pour la filière judiciaire qui est en souffrance. Donc voilà, ces efforts sont jamais suffisants, mais on les poursuit. Il ne faut pas douter de notre détermination, douter de la détermination du gouvernement à y aller. On entend les arguments du ministre Nunez, Christophe Cornevin, mais pourquoi ces efforts sont-ils presque invisibles dans le ressenti des policiers? En fait,
Enfin, ils ne sont pas invisibles parce que de toute façon, il y a quand même il y a des effectifs qui arrivent un peu dans tous les commissariats. On change quand même les voitures. On a en 2025 dépensé près de 500 millions d'euros quand même pour retravailler sur le parc immobilier de la police nationale. Donc, il ne faut pas non plus faut pas tout détruire. Ouais. En revanche, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que sur ce budget 176, c'est à peu près 13 milliards d'euros, presque 14. 80% de l'argent, elle est épongée directement par les salaires. Ah oui. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la police, c'est une entreprise de main-d'œuvre, avant tout. C'est une entreprise de main-d'œuvre. Et derrière, après, le reste, on s'en sert pour changer ce qui est cassé, parce que les voitures sont très sollicitées, les commissariats sont abîmés, donc il faut investir dans les équipements, la formation aussi, qui est absolument nécessaire quand même. Vous vous rendez compte que il y a énormément de policiers qui ne trouvent pas le temps à te faire une séance de tir dans l'année, quoi, ce qui est quand même de recyclage, ce qui est quand même assez inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il y a même des policiers municipaux qui s'entraînent plus au tir que les policiers nationaux. Ouais. Donc, c'est-à-dire que on dépense beaucoup d'argent parce qu'il y a 153 000 fonctionnaires, on en parlait tout à l'heure. Donc, mais voilà, il faudrait encore plus, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire tourner une police digne de ce nom. Mais c'est un budget qui est déjà sanctuarisé. Donc, effectivement, si on pouvait avoir... tous les ministres de l'Intérieur demandent plus, mais c'est pas facile à obtenir en ce moment. Surtout que la grogne, elle vient aussi du fait que les crédits sont gelés. Oui, avec le budget. Avec le budget. Bien sûr. Oui, donc, les 700 policiers qu'on attend là, ils devraient être là sur le tarmac depuis plusieurs semaines. Les centres de rétention administratifs qu'on devait créer, on ne peut pas finir de les créer les renforts et de aussi les dans ces armer. centres de rétention Exactement. Donc, et les voitures, les 1000 voitures qu'on attend, elles sont toujours pas là, les voitures non plus. Et la liste, elle s'allonge comme ça, jour au jour. Donc, à un moment. Et les multiples missions que... Alors justement, les missions, c'est vrai que ça fait partie des moyens. Quand on parle des moyens, les effectifs de la police déployés sur le terrain. Messieurs, je vous propose d'accueillir Sixtine Mercier sur ce plateau. Vous êtes journaliste au Figaro TV. Bonjour. Vous vous êtes rendu ce jeudi soir à Barbès, à Paris. Vous avez échangé d'ailleurs avec des commerçants. Est-ce qu'ils trouvent que la présence policière est suffisante ? Oui, alors je suis allée boulevard de la Chapelle et j'ai rencontré plusieurs commerçants, dont 2 salariés d'un nouveau magasin qui m'ont raconté que depuis 2 semaines, depuis l'ouverture, les vols étaient quasiment permanents. En fait, pour vendre, ils sont obligés d'avoir des étalages à l'extérieur et chaque jour, des produits sont volés, même parfois des gens alcoolisés qui se servent tout simplement dans leurs étals. Et Mehdi et Kaola, donc, qui travaillent dans ce magasin, me disaient que la police n'agit pas quand il y a des vols chez les commerçants. Ils me racontaient aussi que parfois ils étaient témoins de bagarres ou même de courses-poursuites avec des couteaux presque aussi grands que leurs avant-bras. Et selon eux, dans ces cas-là, la police n'agit pas, ou en tout cas est un peu en retrait, et elle n'est pas suffisamment présente. Alors je précise que vous êtes sur ce plateau parce que ces personnes ont refusé d'être filmées, de témoigner face caméra, mais vous êtes là justement pour rapporter leurs propos. Quand vous entendez ça, Bruno Pomar, justement, le fait que cette police, elle peut être présente, peut-être pas suffisamment, mais elle l'est, et que quand il y a ce genre d'incident qui se produit, eh bien, elle reste un petit peu en retrait. Comment expliquer ça pour les gens qui nous regardent et qui parfois sont témoins de ce type de scène ? Alors dans les secteurs qui sont... plus problématique que d'autres. Vous parlez de Barbès, effectivement, il y a toujours du discernement de la part des équipes de police, mais en même temps, on ne peut pas être partout. Ça, là aussi, on parle d'effectifs. C'est compliqué, mais il faut rappeler juste que la police, c'est aussi plus de 2 millions d'interventions par an. Ouais. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent. Même si on nous dit à côté, il y a une augmentation, par exemple, des refus d'obtempérer, 28 000. Bon, il y en avait 25 000 l'année dernière. Mais les policiers sont toujours là sur le terrain. Alors, vous avez rencontré sûrement des gens qui étaient mécontents de ne pas voir assez les policiers ou de ne pas les voir intervenir au bon moment. Bon, ok, il y aura toujours à dire sur le sujet, c'est clair et net. Mais moi, je peux vous assurer, pour voir, parce que j'ai dans mon association près de 500 policiers bénévoles qui travaillent sur d'autres actions de rapprochement police jeunes, de BAC, etc. Ces gens-là sont toujours motivés à faire le boulot, à aller interpeller les pires individus. Je parle des policiers de la BAC, par exemple, qui font un travail formidable. Bon, mais tout ça, on ne le voit pas. Ils sont motivés, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu découragés ? Je vous pose cette question-là, Laurent Benarous, parce que c'est vrai qu'on se rend compte, et d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez très bien dans votre article, Christophe Cornemac, que l'appareil judiciaire ne suit
pas toujours. C'est-à-dire que ces individus sont appréhendés et ils sont parfois relâchés très vite et on les retrouve 2 semaines plus tard au même endroit. Ce qu'ils me disent, quand je les rencontre, c'est qu'ils vident la mer avec des petites cuillères. Ouais. Et que, prenons un exemple type, si vous voulez. Il y a un point de deal quelque part, il y a 25 gars. Bon, il faut le nettoyer parce que la population le demande. Ils vont arrêter les 25 gars. Ouais. Bon. Il y en a 20 qui vont sortir dans la soirée. Ouais. Ils vont revenir sur le point de deal. Ils vont revenir la semaine suivante pour arrêter les 20 qui restent. On va les ramener au commissariat et la justice va en sortir 18. Donc, si vous voulez, il y a un sentiment, c'est une machine qui doit fonctionner entre la police et la justice, ça doit fonctionner. Pourquoi la justice ne fonctionne pas? Pas parce qu'elle est laxiste, c'est qu'elle n'a pas du tout de moyens et qu'elle ne peut pas. Donc, elle est obligée de faire. C'est le point commun qu'il y a avec la police. Et le résultat des courses, quand même, c'est que quand vous renvoyez ces gens-là sur le terrain, eh bien, vous les renvoyez aux policiers qui en ont marre de devoir arrêter des gens 30 fois. Parce que moi, ils me disent, écoute, comment veux-tu être encore motivé quand tu vas arrêter un délinquant, que tu sors son casier judiciaire et qu'il a 34 mentions à son casier judiciaire? Est-ce qu'il y a quand même, quelle société peut supporter d'accepter que des citoyens commettent 34 infractions sans qu'à un moment donné, l'autorité judiciaire réagisse? Et on demande à ces jeunes policiers d'y aller 34 fois, c'est-à-dire de risquer leur vie, de prendre des coups, de se mettre en danger, à 34 reprises pour rien, parce qu'ils savent très bien qu'on va lui laisser à cet individu la possibilité de commettre une 35e infraction. Donc, il y a aussi ce problème-là. Alors, c'est vrai que les policiers critiquent l'autorité judiciaire en disant ouais, vous faites rien, vous êtes mauvais, etc. Moi qui suis avec les magistrats au quotidien, je peux vous dire que si on leur donnait les moyens, eux aussi, ils régleraient le problème parce qu'eux aussi sont submergés par le travail et ils ont des conditions de travail qui sont absolument déplorable. Il faut rappeler quand même qu'il y a 83 000 prisonniers qu'on a saturé. Donc on ne peut pas dire non plus que les magistrats ne bossent pas. Hein. Non, effectivement. Ils font ce qu'ils peuvent, mais quand vous arrivez par exemple sur une audience de comparution immédiate où vous avez 15 dossiers, bon franchement vous assistez à l'audience, les 15 doivent partir en prison. Sauf qu'ils ne peuvent pas mettre les 15 en prison. Donc ils en relâchent 10, sauf que ceux que vous relâchez, vous les remettez sur le circuit, à Barbès, porte de la Chapelle, et vous redemandez aux fonctionnaires de police de les arrêter pour la 150e fois. Donc à un moment donné, il faut vous parliez des budgets. Quand on a 50 ans de retard, M. Nouniez peut dire on fait des efforts, on fait des efforts. Enfin, quand vous avez 50 ans de retard... vous avez beau faire des efforts, le retard est considérable. C'est une dernière question que je voulais vous poser face à cette présence policière. Comment assurent-ils la sécurité de leur commerce, justement, ces personnes que vous avez rencontrées? Alors, boulevard de la Chapelle, vous avez plein de commerces à la suite, en enfilade. Et devant chacun des commerces, il y a un homme qui veille, une sorte sécurité privée d'agent de sécurité, mais qui serait presque amateur. En fait, c'est des gens du quartier qui connaissent tout par cœur, les rues, les commerçants, le quartier. Et donc, Mehdi, par exemple, avec qui je discutais, faisait donc la sécurité du magasin. Et selon lui, son rôle est primordial et il est obligé d'être dehors en permanence pour surveiller. Il m'a même dit qu'il neige, qu'il vente, je suis là en permanence. Voilà, il est obligé d'être ici. Mais alors, continuum de sécurité, ça s'appelle. Mais quelle est la marge de manœuvre de ces personnes qui ne sont pas du tout formées, a priori, pour le maintien de l'ordre et qui sont peut-être amenées à appréhender... C'est l'engagement citoyen, c'est pas de l'autodéfense, mais encore, ça reste sauf parce que je suppose qu'il ne doit pas être armé, j'ose espérer qu'il n'est pas armé. Mais encore une fois, c'est là où on doit se poser les bonnes questions, encore une fois, sur les missions de nos policiers. Est-ce qu'il ne faut pas faire appel plus au privé, aux sociétés privées? Le continuum de sécurité, il est bien clair, hein. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Non, mais déjà, et nous également, privé, mais aussi, là, il y a un projet de loi qui va passer devant le Sénat la semaine prochaine sur le réarmement de la police municipale. Oui, tout à fait, tu as raison. Avec l'armement des policiers municipaux, le fait qu'ils aient des caméras de caméra, parce que maintenant, les gens dans la rue ne font pas le distinguo entre un policier national et un policier municipal. Donc, la volonté même des policiers nationaux, c'est justement de hisser la police municipale à leur côté, à leur niveau, pour essayer d'absorber la déferlante, pas tout seul avec des gens. Et effectivement, ce que disait Bruno, c'est que le continuum de sécurité, on en a besoin, quoi. Tout à fait, Merci beaucoup, Sixtine Mercier, journaliste Figaro TV. Christophe Cornevin, vous avez décrit tout à l'heure une crise de l'investigation, une police d'investigation qui est totalement submergée. En quoi cette crise touche-t-elle directement tous les citoyens que nous sommes? Très concrètement, si demain je vais au commissariat pour porter plainte, est-ce que cette plainte finalement n'aboutira pas?
Si, a priori, normalement, la plainte doit aboutir. C'est pas, en fait, la crise de l'investigation, c'est pas tant, paradoxalement, je pense, l'investigation sur les petits faits. Les petits faits sont, comme maintenant, quand vous avez un cambriolage, il y a une équipe de PTS, de police technique et scientifique, qui vient pour faire des relevés d'empreintes. On les passe au FAED, on les passe dans des fichiers d'empreintes digitales, fichiers génétiques, etc., pour essayer de retrouver les auteurs. Et donc, il y a quand même une amélioration des taux d'élucidation sur ce genre de crimes. En fait, c'est plus sur le haut du spectre. C'est-à-dire que, notamment, vous prenez des brigades centrales ou, je sais pas, même la prestigieuse brigade criminelle ou la BRB. Avant, les gens, il y a 10 ans, quand on était jeune policier, rentrer à la crime, c'était une espèce de Graal, un rêve. Et là, ça l'est plus. Maintenant, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup moins de candidats. Et donc, du coup... Et comment expliquer cette crise des vocations ? C'est très simple. C'est qu'il y a de plus en plus de sollicitations, de paperasse. Pour faire un acte, il faut rédiger un PV. Pour appeler un avocat, il faut rédiger un PV. Pour appeler un traducteur, il faut rédiger un PV. Et tout d'un coup, vous passez presque 60% de votre temps à faire du formalisme judiciaire plutôt que de courir après les voyous, ce qui est normalement la vocation première des fonctionnaires de la PJ. Et les plaintes en ligne aussi, quand même saturer les... Complètement. Et donc, du coup, il y a une thrombose absolument énorme dans les services. Et en plus, il n'y a pas d'horaire. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une affaire, autant normalement, quand vous êtes en tenue, vous avez des cycles. Là, vous n'avez pas de cycle. C'est-à-dire que si le week-end, vous prenez tout votre week-end. Et en même temps, quand on fait ce métier, moi j'ai connu l'anti-gang des années 80, où les gars, ils passaient 22 heures sur 24 au bureau et 2 heures à la maison. Ça, les générations actuelles de policiers n'ont plus envie de vivre ça. Il y a aussi, effectivement, même la passion. Voilà, c'est ça. Le feu sacré n'est peut-être plus exactement le même qu'avant. C'est aussi l'une des revendications du syndicat Alliance Police, pouvoir aménager son emploi du temps en fonction de la situation, en fonction des affaires. C'est clair qu'aujourd'hui, vous avez des fonctionnaires qui sont épuisés physiquement et moralement. Vous prenez par exemple la brigade des mineurs. Moi j'ai un dossier actuellement, un dossier de viol d'agression sexuelle sur un enfant. Ça fait 4 mois, elle n'est pas traitée. La plainte a été déposée, elle n'est pas traitée. J'appelle pour savoir pourquoi elle n'est pas traitée. Bien sûr. On est quand même un peu étonné, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grave qu'un crime commis sur un enfant ? Et là, le fonctionnaire très sympa me dit, écoutez, Benarous, c'est très simple. Il y a d'abord les flagrants délits. Tout ça, ça occupe déjà beaucoup de monde. Ensuite, on a les situations où l'enfant peut être encore en danger. Parce qu'on nous a dénoncé des faits et que l'auteur est pas loin de l'enfant, dans la maison, etc. Et puis ensuite, on a des victimes de viol ou d'agression sexuelle, mais qui sont protégées puisqu'on les a sortis du domicile. Ceux-là, c'est pas l'urgence. Donc c'est quand on a le temps. On priorise. 3 millions, il y a quand même 3 millions de dossiers qui sont en souffrance actuellement dans les commissariats. Il y a des victimes de viol on priorise, qui sont entendues 6 mois après leur dépôt de plainte. On en est là. Donc ces fonctionnaires que j'ai eu au téléphone, il m'a dit, mais écoutez, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On est débordés de boulot. Donc ces gens-là, ils ne font pas une pub pour leur métier, parce que quand on les voit pour 2500 balles par mois se taper le boulot qu'ils se tapent, les gens qu'ils affrontent au quotidien, eh bien, ça ne donne pas tellement envie. Les vifs, les fameuses violences intrafamiliales, c'est un marasme total. Il reste assez peu de temps dans cette première partie. Je voulais absolument aborder ce point, cette santé mentale qui est beaucoup aussi sur le devant de la scène, qui touche évidemment le monde de la police. Bruno Pomar, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la police française est suffisamment préparée, accompagnée sur le plan psychologique dans les commissariats, dans les affaires qu'ils peuvent traiter? Alors il y a des cellules d'écoute maintenant qui sont mises en place, même la préfecture de police, il y a la Maison Bleue, qui fait un travail considérable, qui prend en charge les collègues qui sont en déprime, qui ont des problématiques, qui sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs. Oui, là aussi pareil, on a un retard considérable. Si je fais le parallèle d'ailleurs, au RAID c'était pareil d'ailleurs, on n'avait pas d'équipe de psychologues qui nous suivaient au début. Maintenant ils ont des équipes super structurées. Et c'est pareil, et ça devrait être même plus fort pour les collègues qui sont en commissariat, qui travaillent encore une fois au quotidien et qui sont à la limite presque victimes de cette violence qui n'est pas que sur nous concitoyens, qui sont sur eux également. Et ça, réellement, ça porte un véritable préjudice pour les conditions de travail de nos policiers, d'être écoutés
Mais je vous dis, encore une fois, la problématique est énorme, comme dans tout, quoi. D'ailleurs, dans toutes les problématiques que rencontrent nos policiers. Donc, il y a des structures qui sont mises en place. Il y a Orphéopulus qui fait du travail là-dessus aussi. Hein. Il y a l'ANAS qui travaille sur ces sujets-là. Et c'est important de le faire. Maison Bleue pour la préfecture de police. Voilà. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est pas encore assez. Il faut continuer. Christophe Cornevin. Ouais, juste pour compléter ce que dit Bruno, qui est tout à fait juste, c'est qu'en fait, dans la police, il y a actuellement à peu près 300 psys. Ouais. 300 psys pour 150 000 policiers. Ouais, c'est assez ça peu. fait 1 pour 1200 à peu près. Donc c'est-à-dire qu'en gros, et en plus, quand on est policier, c'est pas comme on est journaliste, ou je sais pas, ou boulanger, ou je sais pas quoi. C'est comme un boulot où on est confronté à la violence. Il y a la mort parfois, à la mort terrible. Au suicide, il y a eu en moyenne entre 50, 60, parfois 60 suicides dans l'année. Il y a 6 000 policiers blessés dans l'année. Et en plus, les policiers, c'est un métier où on parle pas trop. Oui. Donc quand on a mal, on le garde pas pour tout soi, le temps. parce que c'est la culture de la police aussi, de tout garder pour soi. Ouais, on dit pas envie de s'épancher, je parle sous le contrôle de Bruno. Et donc du coup, donc déjà, il y a une sous-représentation du mal. Il y a très peu de psy, 1 pour 1200, c'est quand même pas énorme. Et donc, du coup, la police, comme d'habitude, trouve des systèmes D. Donc, ils ont trouvé un système de ce qu'ils appelaient les agents relais dans les commissariats. Il y a des policiers qui, on leur dit, bon, bah tiens, toi, tu seras au commissariat de Tourcoing, tu vas regarder si tes collègues y vont bien, et si tu ne vas pas bien, tu nous appelles. Et donc, il y en a 2500, mais ces policiers-là, c'est pas complètement leur travail. Ils font aussi leur travail de policier. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un schéma où ces fonctionnaires, ils sont pas forcément toujours, sont un peu livrés à eux-mêmes quand même parfois. Laurent Benarous, une toute dernière question pour vous, pardon. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un policier craque ? Qu'est-ce qui fait ? Vous avez évoqué des suicides tout à l'heure de la part de policiers. Vous savez, les violences morales dans la société, c'est dans la famille et au travail. On se rend compte que dans les familles, il y a des souffrances morales épouvantables parce que les gens se comportent extrêmement mal. On est dans un lieu clos. Et dans le monde du travail, il y a une perversité de la hiérarchie, des collègues, etc., qui font que la maltraitance est terrible. Quand vous êtes fonctionnaire de police, vous multipliez ça par 10. Parce que vous avez aussi une hiérarchie qui est extrêmement dure, parce qu'aujourd'hui, il faut tenir les gars, parce que le dérapage est possible à tout moment, parce que les gens sont provoqués en permanence, ils sont harcelés. Donc la hiérarchie est extrêmement dure, extrêmement sévère, contrairement à ce que croit la population. Ils sont vraiment très durs avec leurs gars, et ces gens-là ne peuvent pas se plaindre, parce que si vous vous plaignez, c'est que vous êtes faible. Si vous êtes faible, c'est que vous n'êtes pas fait pour ce métier. Donc vous gardez tout pour vous. Or, le quotidien d'un fonctionnaire de police, c'est le travail, sur les interventions, c'est la hiérarchie qui est extrêmement dure, mais quand vous rentrez chez vous, c'est pas terminé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tranquille. Vous cachez le fait que vous êtes fonctionnaire de police. Et vous demandez aux enfants souvent de ne pas le dire aussi dans la salle de classe. Si en plus vous avez des problèmes de famille, ou vous avez des problèmes d'argent, ou des problèmes ça peut vaciller assez vite. Et puis quand les policiers ne sont pas insultés à l'Assemblée nationale par LFI, il y a encore une dizaine de jours, où on dit la police tue, la police fait preuve de racisme systémique. Donc, ça, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, en tout cas depuis que je suis né, c'est la première fois qu'un mouvement politique essaye d'armer la population contre la police. On pourrait effectivement en parler encore pendant de très longues minutes, malheureusement ça méritera un autre débat et les défis sont immenses, et nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler ici autour de cette table. Merci à tous les trois d'avoir été dans cette émission. On poursuit le programme avec ce spectacle de la démesure. Allez, il est temps pour moi maintenant de vous présenter un producteur, celui qui va nous parler d'un spectacle absolument hors du commun. Il s'appelle David Hardy. Bonjour, soyez le bienvenu autour de cette table. Alors vous êtes le producteur et le directeur artistique du spectacle 15 000 voix pour les légendes du rock, qui est actuellement en tournée dans toute la France. Vous faites étape dans 29 zéniths. Le 27 mars prochain, d'ailleurs, on ira applaudir vos artistes au Dôme de Paris. Avant de commencer cet entretien, je vous propose déjà que l'on découvre quelques images qui vont à coup sûr vous mettre l'eau à la bouche. Regardez. I'm gonna make
Voilà, vous voyez, il y a énormément de monde sur scène. D'où ma première question. 15 000 voix pour les légendes du rock. Qui sont ces 15 000 voix? Comment vous arrivez à rassembler autant de cordes vocales pour une seule et même tournée? Alors moi, ce qui me plaît dans cette aventure, Ouais. c'est qu'on réunit surtout des gens qui sont peut-être votre boulanger, Ouais. votre boucher, des gens qui sont à l'école, des étudiants, autour. On leur apprend à chanter pendant toute l'année et on les met en lumière. Donc moi, ce qui me plaît dans cette aventure, c'est de mettre en lumière des gens qui ne le sont pas habituellement, qui chantent dans la salle de bain. Ouais. Et là, ils passent de la salle de bain au Zénith. Et donc, vous avez toutes les professions qu'on peut imaginer. Des boulangers, des avocats, des policiers, on en parlait par exemple. Vous avez absolument tous les corps de métier qui peuvent être intéressés par cette tournée. Ouais, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'au-delà du fait que, oui, j'ai des cadres bancaires, ça m'est arrivé d'avoir un cadre bancaire qui d'un seul coup, se retrouve à chanter à côté de quelqu'un qui est au RSA ou qui ne partage pas du tout le même quotidien professionnel. J'ai même eu un SDF, voilà, donc on est content d'accueillir ces gens-là, parce qu'on a l'impression de servir à quelque chose. Donc nous, on va les chercher chez eux, et on leur dit, rejoignez-nous, venez participer à un projet hors du commun. On leur apprend à chanter toute l'année. Et ensuite, après, ils participent ou pas à la tournée des Zéniths. Ils font, voilà, il y a des gens qui ont peur et qui disent, moi, je m'arrête au cours du chant, je vais pas plus loin. Et puis, il y a les autres, ceux qu'on va voir toute l'année, qui sont ces 15 000 choristes. On a même atteint les 20 000 maintenant. 20 000. Voilà. Je pense que c'est, j'ai envie de dire, je fais de la production utile. Mais comment vous les recrutez d'ailleurs? Parce que vous dites vous allez les chercher. Comment ça fonctionne? Vous allez dans les écoles de chant? Pas du tout. Non. Petite annonce dans le journal local. Ah ouais, à l'ancienne. Petite annonce à l'ancienne. Et puis justement, moi ce que j'ai envie d'aller chercher, c'est puis des fois c'est des petits tracts chez le boucher. Vous cherchez à chanter, on vous propose une aventure incroyable et vous allez vous retrouver tous les soirs avec d'autres choristes dans un zénith, ou pas, si vous n'avez pas le courage, mais en tout cas, on va vous apprendre à chanter. Mais malgré tout, il faut passer des auditions. Moi, par exemple, je dois vous avouer que je chante comme une chèvre qui crie, vous voyez. Donc si, à un moment donné, je vous envoie ma candidature et que vous commencez à m'auditionner, j'ai assez peu de chances de faire partie de cette tournée. Je pense que si. Ah bon? Non, parce qu'en fait, regardez, vous avez une voix dans les médiums, qui n'est pas très haut perché, qui n'est pas en bas, on ne va pas vous faire chanter comme Daniel Balavoine et on ne vous fera pas chanter du Barry White. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est vraiment, on vous fait chanter là où votre voix est placée. Donc tout le monde a sa place finalement. Tout le monde. Et que viennent chercher ces choristes alors quand ils participent à l'aventure? C'est une forme aussi d'association, si j'ose dire, le fait de voir aussi peut-être d'autres personnes qui ne participent pas forcément au même milieu qu'eux, c'est ça? C'est ça, en fait j'ai tous les types. C'est la passion du chant. Et puis il y a des gens, on les sort de leur quotidien. Il y a des veufs ou des veuves qui sont contents de retrouver un petit peu de lien social. On a des étudiants. Non, c'est vraiment une aventure. On cherche à venir chanter dans une association et on cherche à passer du bon temps. Quand on répète, là, par exemple, à Rouen, en Rouen, il y aura 1000 choristes sur scène. 1000 choristes. Eh ben, vous imaginez en répétition comment ça se passe. Et comment vous faites pour faire répéter 1000 choristes? Parce qu'il faut que les voix puissent s'accorder entre elles. Quand il ne fait pas trop froid dans les gymnases, voilà, on peut répéter à Clermont-Ferrand, ils répètent dans une église. En fait, vous arrivez à trouver des lieux qui peuvent accueillir les gens ils nous accueillent vraiment en se disant ce que vous faites c'est génial quoi. Parce que aujourd'hui Patrick Bruel chante dans un zénith, Vianney, mais pas Jean-Claude Duss, le boulanger de Trifouiller-les-Oies. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que moi j'ai envie de leur apporter. Et on produit plein d'autres choses, mais là, je trouve qu'on est vraiment utile à la société. Et comment vous avez eu cette idée? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné dans votre tête? Vous vous êtes dit, il faut que je monte un spectacle un peu social, finalement. Je me suis retrouvé à aller visiter, parce que je travaille aussi un peu dans le monde du casting, aller voir une chorale. Je regarde la chorale, je me dis, mais ils chantent tous bien. Et quand en France, il y a 3 millions de choristes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils chantent tous bien, mais je dis, mais pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi il faudrait faire The Voice, Star Academy, toutes ces émissions? Pourquoi on ne pourrait pas juste les mettre en lumière en groupe? Et puis, une chorale, 2 chorales, très vite, j'ai lancé le projet. Et on s'est retrouvé avec 5000 inscrits, 6000 inscrits. Parce que d'abord, ils prennent des cours toute l'année. Sincèrement, l'école, elle est ouverte à 5 € par mois. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, moi j'ai vraiment voulu ouvrir une école ouverte à tous. Et puis après, ils choisissent, ils font pas. Mais au moins, ils auront appris pas grand-chose. Ouais. Je pense que c'est une modique somme quand même. Un beau répertoire et surtout, ils auront appris à chanter avec les autres. Juste une question que je me pose, parce que vous avez un peu titillé ma curiosité. Est-ce qu'on est payé quand même quand on participe à cette tournée ou pas du tout ? En fait, sinon je ne pourrais pas la faire. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais payer 500 choristes, je ne pourrais pas. Par contre, ils sont exactement dans les mêmes conditions que les stars que vous voyez dans les zéniths, les éclairages. C'est ça leur rémunération, c'est la reconnaissance aussi. Je pense que oui, il y a 50 techniciens tous les jours, donc on offre quand même un petit peu de travail à 50 techniciens, il y a des musiciens en live, enfin, je pense que c'est une vraie reconnaissance. Et puis, à ceux qui disent qu'on a une réussite, je dis oui. Mais les gens, ils viennent quand même payer un billet pour voir des inconnus. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le risque, il est là chaque année. Moi, je pense que ça vaut la peine parce que je vois tous ces gens qui repartent des fois en pleurant, en se disant mais on recommence quand ? Quand est-ce que je vais pouvoir rechanter ? Et ils s'inscrivent déjà pour les autres projets. On va traiter le thème de Jean-Jacques Goldman, on va traiter le thème de Johnny Hallyday. Et ils sont tous, on est passé de 5 000 à 10 000, à 15 000, on arrive à 20 000 choristes. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais en tout cas, on trouve que c'est chouette pour eux. Ça, c'est pour la forme, mais parlons un peu du fond. Quelles sont les chansons que ces choristes vont entonner sur scène ? Là, pour les légendes du rock, tous les titres rock, toutes les légendes que vous connaissez, AC/DC. Que des tubes. Mais c'est que des tubes. Dire Straits, Elvis Presley, Johnny Hallyday, Téléphone pour la France et Indochine. On passe des années 60 aux années 90. Il y a 39 titres. Donc c'est vraiment toutes les légendes du rock. Alors il y a aussi des solistes qui vous accompagnent sur scène, dont un qui a retenu mon attention qui s'appelle Nick Mallon. Nick Mallon qui est quand même une personnalité assez atypique. Racontez-nous un peu comment la rencontre s'est faite. C'est vraiment un être atypique. J'espère pour lui qu'un jour il deviendra une star, comme je le dis. En fait c'est un monsieur qu'on a découvert dans les rues. Qui était sans domicile fixe. Sans domicile fixe, c'est la vérité, voilà, à Montmartre. Et il a fait le tour du monde avec sa guitare. Moi, il m'a touché. Il a sorti une chanson qui a fait plus d'une dizaine de millions de vues sur les réseaux sociaux. Il a une âme atypique. Moi, il me fait penser un petit peu à Johnny Hallyday. Vous savez, quand Johnny arrive à Saint-Étienne et qu'il dit « Bonsoir Lyon », par exemple, et ben lui, il arrive au Zénith de Dijon, il fait « On est bien dans un stade ici. Hein. » Voilà. Où il est comme il est habité, il est ailleurs. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est un vrai rocker. Aujourd'hui, je pense qu'il est content de nous suivre dans cette aventure. Pour lui, c'est... Enfin voilà, il se couche pas quand on se couche, il se lève pas quand on se lève. Il est complètement... Mais moi, j'adore. C'est un rocker. C'est un vrai rocker. C'est un vrai rocker. Et je voulais aussi évoquer votre prochaine tournée, parce que celle-là, c'est en ce moment, ça marche. Mais il y en a une autre à laquelle vous pensez, c'est une tournée autour de Jean-Jacques Goldman. Alors cette fois-ci, ça s'intitulera 200 voix chantent Goldman. Donc là, vous passez de 15 000 à 200, c'est ça ? Non, en fait, c'est pas ça. Mais non, on aura toujours énormément de choristes. C'est juste que là, j'avais envie de monter une tournée plus proche des gens. Donc on passe des zéniths à plein de petits théâtres en France. Ce seront des petites salles. Donc on va faire une centaine de salles. Moi, je me mets à la place de Georges, qui habite à 150 km d'un zénith et qui se dit, je dois aller faire la route pour aller chanter. Et ben, on va aller chez lui. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, merci de nous avoir suivis pendant des années. Et ben nous, sur le thème de Jean-Jacques Goldman, on va venir chez vous. On va venir chanter, vous faire chanter dans vos théâtres. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a décidé de recentrer sur des plus petits lieux. Et cette tournée, ce sera donc à partir de 2027 ? 2027. Eh bien, merci beaucoup, David Hardy. Vous êtes le producteur et directeur artistique, je le rappelle, de ce spectacle que l'on recommande bien évidemment. 15 000 voix pour les légendes du rock qui est actuellement en tournée. Et je rappelle que vous êtes donc dans 29 zéniths. Les dates sont facilement consultables sur Internet. Et je précise que le 27 mars prochain, on ira vous applaudir. Donc, ce sera au Dôme de Paris, donc en région Île-de-France. Merci d'avoir été sur ce plateau et on termine cette émission avec votre dernière rubrique Par ici les sorties. Bonjour.
Bonjour Françoise Dargent. Bonjour Damien. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro et cette semaine vous avez choisi de nous parler de la rétrospective consacrée au photographe anglais Martin Parr. J'espère que je prononce bien ce nom, j'ai quelques petites notions d'anglais, donc ça doit être autour de cette prononciation que ça se passe. Alors ça débute justement ce vendredi, c'est au Jeu de Paume à Paris et cette exposition s'ouvre dans un contexte un petit peu spécial. Oui, parce que Martin Parr est décédé le 6 décembre dernier, donc ça fait à peine 2 mois. Et l'exposition qu'il a conçue avec Quentin Bajac, le directeur du Jeu de Paume, et Clémentine de la Ferronnière, sa galeriste à Paris, a un peu des allures de testament. Hein. Ah oui. Il faut dire qu'il a vraiment... nous, on a été marqués par ce photographe qui a marqué l'histoire de la photo. On voit ces photos, on les revoit avec un petit pincement au cœur. Alors, il est allé presque jusqu'au bout. Il n'a pas vu l'accrochage, mais il a vraiment conçu cette exposition avec les commissaires. Et il a même validé le titre qui est Global Warning, qui veut dire donc alerte générale. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un photographe qui n'a cessé d'alerter sur l'évolution de la société, sur comment la société agit sur la planète. Et alors lui-même ne voulait pas paraître comme un lanceur d'alerte. Hein. Il disait qu'il faisait partie du problème. Il avait un bilan carbone assez élevé. Il voyageait beaucoup pour son travail, mais il aimait voyager, il aimait le tourisme. Il aimait aussi consommer, disait-il. Hein. Alors justement, le tourisme et la consommation, ce sont 2 sujets qu'il a abondamment traités. Oui, alors on le voit dès le départ, parce qu'on peut voir dans cette exposition, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des photos du début. Alors on ne dirait pas du Martin Parr, parce que Martin Parr, ce sont les photos quand même en couleur, avec des couleurs assez saturées. Là, ce sont des photos en noir et blanc, toutes simples, qui illustrent des scènes de la vie courante. On voit par exemple, moi j'ai été frappée par une photo au début des années 80, d'une jeune Anglaise qui est dans un supermarché, et avec son bébé dans le chariot, et son chariot déborde déjà d'emplettes. Et c'est un thème qu'il reprendra beaucoup par la suite, et on se souvient par exemple d'une série qu'il a faite à la fin des années 80, quand les Anglais venaient un peu en masse en France sur la journée pour acheter de l'alcool parce que c'était moins cher, et on voyait ces photos de gens avec des chariots. Voilà. Et donc il a documenté notre société avec un regard assez incisif, mais ça reste un humaniste, il photographie les gens. D'ailleurs, on voit les visages des gens, hein, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui ne photographient plus les gens parce qu'il y a le droit à l'image. Lui a continué à le faire. Donc, c'est vraiment un humaniste dans la lignée d'un Doisneau, hein, même si le style est complètement différent. Et il ne se pose jamais en surplomb. Alors, il faut rappeler qu'au début, ces photos ont un peu fait scandale en Angleterre, parce qu'on considérait qu'elles critiquaient la société anglaise. On ne l'aimait pas, mais lui-même, moi je l'avais croisé plusieurs fois, il était cette espèce d'anglais à lunettes avec des chemisettes bariolées. Très anglais. Très anglais, avec des sandales, il mettait des chaussettes dedans, enfin bon bref. Il était comme les gens qu'il photographiait, voilà, il les critiquait pas, il n'était pas en surplomb. Hein. Ouais, les chaussettes dans les sandales, c'est interdit. Hein. Non, vous risquez du pénal normalement aujourd'hui pour ça. Alors c'est vrai qu'il a été très décrié, vous l'avez rappelé, par ses compatriotes, mais est-ce qu'il l'a été aussi par ses confrères ? Alors oui, parce qu'il a intégré l'agence Magnum non sans mal. Et c'est vrai que l'agence Magnum, c'est un peu le Graal des photoreporters. Ils vont sur sur tous les terrains de conflit. Ils sont un peu les missionnaires qui rapportent les photos au monde entier. Et lui, avec ses photos en couleur, ces sujets un peu kitsch qui étaient considérés comme triviaux, il tranchait, mais il le disait avec son humour. Moi, ma ligne de front, c'est le supermarché. Hein, donc il assumait. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet humour qui... Enfin, certaines photos font sourire, hein, certaines photos sont assez effrayantes, mais certaines photos font sourire, on le voit sur ce que vous projetez. Mais derrière l'humour affleurait quand même une lucidité assez effrayante. Et surtout, moi, ce que je trouve frappant en voyant toutes ces photos et cette évolution des photos, c'est qu'il a un côté prémonitoire, parce qu'il annonce, on voit l'évolution, il annonce le tourisme de masse, il annonce la globalisation du luxe, il annonce notre dépendance de plus en plus forte aux objets technologiques, au téléphone. Voilà, il annonce la pollution. Donc voilà, c'est saignant, mais frappant aussi. Hein. Alors un peu moins saignant, mais tout aussi frappant. Vous allez maintenant nous inviter à aller voir les dessins de Rodin qui sont exposés à l'hôtel de Biron. Alors son musée parisien, il y a ce titre, hein, Dessin libre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors Rodin, on pense au sculpteur, mais il a dit quand même, les dessins sont la clé de mon œuvre. Et effectivement, le musée possède 7000 feuilles sur les 10 000
qu'on connaît du fond graphique. Et donc là, il y a 70 feuilles qui sont exposées. Et c'est un tout autre Rodin qu'on découvre, un Rodin assez libre, qui commence très jeune, puisqu'il il étudie à la petite école par opposition aux Beaux-Arts, l'école de dessin et de mathématiques. Et d'emblée, dès le début, on est face à lui. C'est un autoportrait. Il a 15 ans. C'est un adolescent avec un regard assez pénétrant. Il est bien coiffé. Il est complètement imberbe. On est très loin du Rodin barbu, du vieux sculpteur barbu qu'on connaît. Donc il reprend, quand il est jeune, des dessins antiques, des vases antiques. Mais très vite, on voit qu'il est assez libre parce qu'il extrapole, il rajoute de la couleur. Voilà. Pour lui, le dessin est un espace de liberté. Ça lui sert à montrer la fluidité de la vie, la grâce. Et cette exposition le montre bien. Est-ce qu'il avait des sujets de prédilection ? Alors oui. Après les vases antiques, les femmes. Les vases antiques, ça n'a duré qu'une toute petite... Deux choses différentes. Une toute petite partie de sa vie, les jeunes années, lorsqu'il était à l'école. Et après, c'est les femmes, indéniablement. Un sujet infini d'inspiration. Il paraît que... À peine les modèles arrivaient dans son atelier, elles n'avaient même pas le temps de se déshabiller, que déjà il dessinait. Il ne regardait pas son papier, il dessinait le nez levé. Et donc les femmes, il les dessine donc souvent dénudées, avec les cheveux qui recouvrent le corps. C'est assez érotique aussi. Voilà, on le connaissait, mais on en découvre pas mal. Et en fait, lui, il dessine l'instant. Il faut savoir qu'il ne faisait absolument pas de dessin préparatoire à ses sculptures. Ce n'est pas du tout son truc. Lui, c'est vraiment la vie qu'il peint, la grâce, les danseuses, les formes. Et donc, c'est vraiment très, 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 très beau. On est dans une exposition très colorée et un petit pas de côté, en fait. Allez, il nous reste que 3 minutes, le temps pour nous d'aller au théâtre. Vous avez vu Les Femmes Savantes, la nouvelle création de la Comédie Française sous la houlette de la metteuse en scène italienne Emma Dante. Je précise que pour des raisons de travaux salle Richelieu, les répétitions ont lieu au théâtre du Rond-Point. Est-ce que la pièce vous a convaincu ? Alors oui, affirmatif. Alors au début, j'étais un petit peu sceptique parce que ça commence un peu bizarrement avec des comédiennes habillées en jogging, en t-shirt, qui ont des téléphones portables. Le décor, ce sont des néons. Et puis, passé ces 20 premières minutes, on rentre dans la chose. Emma Dante est sicilienne. Elle est connue pour ses extravagances. Alors sur scène, ça se traduit par des costumes assez époustouflants, avec des perruques un peu choucroutées. Il y a un décor qui est très très beau, avec des fleurs qui sortent du mur, qui sortent des livres que l'on ouvre. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez onirique. Donc l'histoire, on retrouve quand même notre famille dysfonctionnelle, telle que Molière l'a décrite, donc c'est-à-dire ces femmes savantes, cette mère et cette fille qui mettent la poésie au-dessus de tout, et la seconde fille qui, elle, ne rêve que de se marier. Et donc, il y a pas mal de disputes. On retrouve Trissotin. Donc, c'est très, très bien. Emma Dante a l'intelligence de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre des personnages. Ils sont assez égaux dans leurs excès et dans leurs faiblesses. Donc, voilà, c'est au spectateur d'écouter le texte qui est quand même assez actuel, toujours, sur à l'époque de Molière, est-ce qu'il est féministe, est-ce qu'il est misogyne ? On n'avait pas tranché, là on ne tranche toujours pas, mais les questions sont toujours d'actualité. Et puis il y a cette troupe de la Comédie Française qui est formidable, avec Laurent Stocker qui est tout simplement vraiment un acteur éblouissant. Il y a Stéphane Varupen et Elsa Le Poivre, et on est vraiment bluffé. Et Molière est vraiment bien servi. Et la mise en scène vous a plu aussi ? Et la mise en scène finalement aussi, parce que effectivement cette extravagance et ce décor est vraiment, c'est vu avec beaucoup d'intelligence et d'acuité. Et on voit que les costumes sont absolument magnifiques, et c'est ce qui participe aussi au succès de Tout à fait, c'est un spectacle global. Absolument. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces recommandations, Françoise Dargent. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez très bien aller voir les recommandations de Françoise Dargent qu'elle vient de vous faire, mais il y a également ce spectacle. Il va falloir que vous soyez patient avant d'aller au Dôme de Paris. 15 000 voix pour les légendes du rock. Ce sera dans quelques mois au Dôme de Paris. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent week-end. Lundi, vous retrouverez ma chère collègue Victoire Sicora aux commandes de cette émission. Très bon week-end à toutes et à tous et à très vite sur le Figaro TV.